Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la Chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigitale.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour ce nouvel épisode, on a le plaisir d'accueillir Raphaël de Bormann. Bonjour Raphaël. Bonjour. Si on a décidé de t'inviter aujourd'hui dans Next Step, c'est parce qu'on s'est dit que tu as un parcours vraiment à l'image du podcast. Alors ton actu du moment, c'est que tu viens de vendre ta start-up Panorami, mais si tu le veux bien, on va faire un petit saut dans le passé. D'accord. On est en 2001, tu crées Event Attitude, une boîte spécialisée en événementiel et en communication, c'est ça ? Oui, c'était une boîte qui utilisait la photo pour aider les marques à entrer en conversation avec les consommateurs sur un événement. D'accord. Donc l'agence va connaître un vrai succès, on peut le dire, avec de beaux clients, un agenda bien rempli et une trentaine d'employés, je crois. Et puis en 2016, on peut dire que tu changes de vie. Tu vends ta boîte pour lancer Panorami, une start-up, une technologie qui réinvente le selfie en proposant un selfie panoramique. Alors je ne vais pas aller plus loin dans la présentation parce que déjà là, on a quelque chose d'assez intéressant. Et j'ai envie de te demander qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, quand on a une boîte qui fonctionne depuis 15 ans, on fait le choix de vendre ? Alors déjà, on ne peut pas dire que j'ai vendu spécialement ma société. Event Attitude, effectivement, ça faisait 15 ans que j'étais aux commandes. Et forcément, après 15 ans dans l'événementiel, c'est un environnement qui peut être assez usant. On avait, comme tu l'as très bien dit, une taille assez importante sur le marché. Ce qui fait que statistiquement, il n'y a rien à faire. On avait énormément d'activations par semaine et même si on est très très bon, même si on est excellent, il y en a toujours une certaine fraction qui se passe un peu moins bien. Et donc il faut avoir cette capacité chaque semaine à rebondir, à solutionner les problèmes, à garder les équipes motivées. Et voilà, je dois avouer qu'après 15 ans, ça commence à me peser. Et ce qui me pesait aussi, et voilà, après en tant qu'entrepreneur, on doit connaître aussi ses forces et ses faiblesses, c'est que j'étais devenu manager un peu malgré moi. C'était une équipe assez conséquente où finalement on n'a pas la taille suffisante pour avoir un middle management réellement costaud. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup qui retombent encore sur le CEO de petits aux gros problèmes. Et je commençais à avoir un sérieux problème avec ça. Je n'arrivais plus à bien gérer le côté management. Parce que je pense que voilà, dans ma nature, je ne suis pas un bon manager, je ne suis pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que pour faire avancer une boîte, il faut manager ses équipes. Et il n'y avait personne d'autre pour le faire. Ou voilà, maintenant un contre. Avec donc, le recul, n'étais plus à ta place, finalement. J'étais plus. Disons que je prenais. Tu te retrouvais plus finalement. Je prenais moins de dans ce que tu plaisir. faisais. Ouais. Voilà, je prenais toujours autant de plaisir à travailler sur des idées, à aller en clientèle, mais voilà, le day-to-day commençait à me peser énormément. Et quel a été le déclic ? Le déclic, c'est un peu malheureux à dire, mais le déclic a été quand on a eu un problème de trésorerie et que j'ai dû remettre de l'argent. Je me suis dit, si tu dois remettre de l'argent après 15 ans dans ta boîte, c'est qu'il y a un problème. Et voilà, ça a ouvert une porte mentale, parce que voilà, j'étais à peine sorti des études, on a directement commencé Event Attitude avec 3 potes, je n'ai connu que ça, et finalement on se met un peu des œillères malgré soi. Et tout d'un coup, le fait d'être confronté à ce problème... Et t'avais quel âge à ce moment-là ? Moi, quand on a lancé Event Attitude, j'avais 21 ans. Okay. Donc 21 plus 15. Oui, c'est ça. 36 ans. 36 ans. Et donc, oui, ça a ouvert une porte mentale chez moi. Et pour la première fois, je me suis dit que je pourrais peut-être faire autre chose ou que je n'avais peut-être pas utilisé mon temps et mes compétences de la meilleure façon ces dernières années. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu agis ? Mais je n'ai pas agi comme j'aurais dû agir. C'est-à-dire que
quand on est dans entrepreneur et dans son business depuis un certain nombre d'années, on est la tête dans le guidon, on a beau le savoir, on a beau suivre des formations, on a beau avoir des coachs, il n'y a rien à faire, on ne s'octroie pas le recul. Et le recul, c'est pas passer un week-end dans un chalet dans les Ardennes entre associés, c'est prendre un peu plus de recul que ça. Donc je ne l'ai pas fait, tu l'as pas fait, ce oui, qui c'est fait ça. que finalement je suis arrivé à un état de lassitude que je n'aurais sans doute pas eu si j'avais pris la peine de pouvoir d'abord me réinventer moi-même en prenant un peu plus de temps pour moi. Ça, c'est une première leçon, par exemple, que Oui, tu peux retenir de cette histoire. Je pense que si j'avais eu la clairvoyance de dire à mes associés, écoutez, voilà, j'estime que j'ai beaucoup sur les épaules depuis 10 ans, je n'en peux plus, je prends 3 mois, je m'en vais, tirez votre plan et je reviendrai plus fort et avec des nouvelles idées pour le développement de la société. Voilà, je pense que j'aurais pas quitté. Oui. J'ai pas eu cette clairvoyance-là, donc c'est plus un ras-le-bol qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pris la première bonne idée que j'ai vue et je dis, ok, ben, comme je sais que je ne vais pas pouvoir développer cette idée au sein d'Event Attitude, parce que je serai toujours rattrapé par le day-to-day, parce que on le veut bien aussi. Voilà, j'étais dans le day-to-day parce que je voulais bien me laisser aussi prendre par le day-to-day et que je n'ai pas mis les choses en place pour pouvoir m'en écarter. Donc effectivement, on a eu cette idée et... Alors est-ce que tu peux nous parler de cette idée justement ? Alors cette idée, contrairement à une idée reçue, moi je suis très méfiant par rapport au mythe de la grande idée de l'entrepreneur qui tout d'un coup a l'idée de génie. Je pense que... C'était une petite idée alors. Mais en fait, j'avais vu une action promotionnelle faite par l'Office du tourisme australien à destination des touristes asiatiques. C'était une vidéo qui a été relativement virale et qui présentait le principe de déclencher un dispositif photo depuis son smartphone, dispositif photo placé à distance, à une centaine de mètres, et de recevoir non pas une photo mais une vidéo en dézoom. Donc en fait l'idée, c'est pas moi qui l'ai eue, je l'ai découvert au travers de cette vidéo qui s'avérait être un faux. Donc la vidéo avait été montée, on peut voir clairement que les ombres n'étaient pas raccords, etc. Mais voilà, le principe était là. Et comme j'avais une veille technologique et créative de par mon job chez Event Attitude, je me suis dit, ça c'est une bonne idée. Et évidemment, j'ai directement pensé à l'appliquer sur l'événementiel. Pourquoi tu t'es dit ça, c'est une bonne idée ? Parce que c'était un format visuel intéressant qui permettait d'avoir et la personne et le lieu. Voilà, c'est clair. Et t'as senti que ça allait fonctionner, que ça allait plaire ? Alors, j'ai pas cette prétention-là. J'ai senti que c'était une très bonne idée pour mon business de l'époque, Event Attitude. Okay. Et quand j'ai commencé à en parler à un ou deux clients, certains m'ont dit, oui, mais c'est très bien sur un événement, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ça à la Tour Eiffel ou dans d'autres endroits touristiques ? Et moi, voilà, j'avais mes œillères, j'étais dans l'événement depuis 15 ans, en Belgique. J'avais même pas pensé beaucoup plus loin. Et donc je me suis dit, oui, effectivement, c'est plus un produit à destination de sites touristiques. Et c'est là que je me suis dit, voilà, j'ai envie de développer, mais ça doit se faire en dehors d'Event Attitude. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as partagé ton idée, et c'est en la partageant que tu as eu encore une meilleure idée, j'ai envie de dire, non ? Oui, exactement. Et ça, je pense que même dans les débuts du projet, on était toujours un peu prudent, évidemment, à qui on parle, est-ce qu'on explique le projet alors qu'il n'est pas encore abouti. Mais au final, je pense que c'est un risque à prendre parce que c'est de la rencontre avec des prospects ou des clients potentiels qu'on se forge une meilleure idée c'est intéressant ce que tu dis. Sur son idée, sur son potentiel, sur les marchés à viser. Et oui, je pense de nouveau que le mythe de l'entrepreneur qui a la super idée et puis qui passe 6 mois dans sa cave pour la développer. La garde pour lui, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas, et je pense qu'il faut aller chez les clients
le plus tôt possible. Dès qu'on a 3 slides, il faut aller se confronter à des clients, il faut se mouiller. Parce que la réponse, in fine, elle vient des clients et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer le projet. C'est bien parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend beaucoup, mais pour autant, quand on parle aux gens, on sent encore que les gens ont peur de partager parce qu'ils ont peur de se faire voler l'idée. Donc, c'est quand même encore d'actualité cette histoire. Donc, c'est bien de dire ça. Donc, tu passes par un programme d'incubation, je crois, oui, pour tout lancer. À fait. Alors, pourquoi ce choix Alors. Quand j'ai pris la décision de quitter Event Attitude, je savais que j'allais Étais-vous tout seul ? Alors non, j'ai eu la chance d'être accompagné dans le projet par Antoine, mon associé, que j'avais connu au travers d'Event Attitude. C'était un de mes ex-collaborateurs qui entre-temps était passé indépendant mais qui continuait à travailler avec nous de manière ponctuelle. Et donc, c'est assez comique parce qu'Antoine et moi, on avait une relation... employeur-employé et puis client-fournisseur, mais très très peu d'intimité. Et là, ça s'est transformé. Mais ça s'est transformé, en fait, ça s'est fait naturellement dans le projet. Et ce qui est comique, c'est que 3 ans après, c'est toujours relativement limité au projet. Ce n'est pas un ami et ça n'a rien de péjoratif de le dire. On ne se voit pas. Il y a une certaine distance. On ne se voit pas en dehors. On n'a pas de réunion formelle d'associés, etc. Tout se passe de manière informelle et assez naturelle. Chacun a sa zone de compétence et fait confiance à l'autre relativement facilement. Et donc, c'est une association assez naturelle et qui n'a pas été réfléchie en amont et qui n'a pas besoin de structure pour vivre. Donc c'est assez comique. C'est complètement différent d'Event Attitude où tu parlais justement de 3 potes avec qui... Enfin voilà, donc comment est-ce que tu peux comparer finalement ces 2 types de relations très proches, limite plus que proches, et puis là plutôt distantes? Je pense que c'est effectivement différent de créer une société avec des potes, mais je pense que le contexte était différent. On avait 21 ans, on sortait des études, ça a commencé un peu sur le ton de la blague, et puis on s'y est mis sérieusement. Donc il n'y a pas de meilleur. Voilà. Non, je ne pense pas qu'il y a de meilleur. Après, c'est sûr que toute association présente un risque et que dans un cas, on risque de perdre un associé, dans l'autre cas, on risque de perdre un associé et un ami, et que ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Mais pour ce qui est d'Event Attitude, on s'entend toujours bien tous les 4, malgré forcément des éventuels anicroches qui ont pu arriver dans le parcours d'entrepreneur, forcément. Dans une association, c'est jamais tout rose. Mais non, je pense que c'est juste le contexte qui était très différent que s'associer à 36 ans, s'associer à 21 ans avec c'est pas la même chose. Des potes de cours, c'est différent. Mais effectivement, Antoine m'a accompagné dès le début et on s'est inscrit au Microsoft Innovation Center, le programme Boost Camp, par besoin d'avoir une forme de structure. Et de se faire challenger peut-être aussi, parce que c'était un peu un retour sur les bancs de l'école finalement, c'est ça qui était... entre gros guillemets, mais il y a aussi cette humilité de se dire allez hop, je m'y remets, je réapprends différemment des choses que je maîtrise pas forcément. Ah, exactement, et je dois dire que... Et je sors de ma zone de confort là pour le coup. Oui, parce que quand on se retrouve sur des bancs à 37 ans avec des jeunes entrepreneurs de 21 22 ans, forcément, il y a un certain décalage. On se rend compte aussi que on est dans une phase de vie totalement différente et que le risque est beaucoup plus important, que les besoins financiers ne sont pas les mêmes. C'est sûr que quand on a lancé Event Attitude, on n'avait pas besoin de se payer la première année, on vivait avec pas grand-chose. Oui. Une fois qu'on a 2 enfants, une épouse, une maison, etc., c'est clair que on a des sueurs froides un peu plus vite sur l'aspect financier. Et puis c'est aussi intéressant de voir forcément la différence qu'il y a en termes de recul par rapport à son propre projet. Au Boostcamp, j'étais avec des entrepreneurs enthousiastes qui pensaient qu'ils avaient l'idée du siècle, qu'ils allaient révolutionner le monde. Bon, voilà, moi j'avais une espèce de réalisme
qui n'est pas toujours un avantage parce que on Avec cette fougue un peu cette fougue presque inconsciente voilà, et qui, je pense, peut porter ses fruits, notamment dans la recherche de fonds. Parce que moi, j'étais fort prudent et réaliste envers moi, le projet. Et donc, forcément, je n'étais pas en position d'aller forcément raconter une histoire incroyable à des investisseurs et vendre ça comme la 8e merveille du monde. Parce que, voilà, je voyais... Bien sûr. J'en voyais les limites alors que en étant plus jeune, je ne les aurais pas nécessairement vus. Donc je vais dire que c'est un avantage parce qu'on gagne du temps, on ne va pas reproduire certaines erreurs, j'ai pas peur d'aller voir un client, j'avais cette expérience-là. Par contre, dans la recherche de fonds, je veux dire que ce réalisme est plutôt un handicap parce qu'on a du mal à présenter des... paradoxalement, on sait ce qu'un investisseur veut voir. Il veut voir un beau business plan avec une grande courbe qui va vers le haut. Et moi, je n'avais pas envie, je ne voulais pas vendre quelque chose dont je n'étais pas sûr. Ce qui est un peu ridicule parce que quand on lance une... Mais qui se comprend tout à fait de par ton expérience. Je vais passer la parole à Tariq parce que je pense que c'est le moment fortuit pour ça et qu'il a plein de choses à dire là-dessus en réaction. Voilà, je te passe la parole. Merci Raphaël d'être avec nous aujourd'hui. J'étais marqué parce que tu racontais dans ton changement, donc de dire je suis CEO depuis 15 ans, j'ai trop d'opérationnel. Et alors ça me fait penser à l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais, je crois c'est que clair. quand tu réfléchis entre ce monde corporate, start-up, et un peu, et je crois que c'est pas l'herbe qui est le plus verte ailleurs, on se dit je n'aime plus l'herbe où je suis et je vais sauter en fait dans l'eau. Parce que je crois que lancer une start-up, c'est le meilleur moyen de faire de l'opérationnel du matin au soir en réalité. Donc est-ce que tu t'y es retrouvé finalement dans ce changement ? Oui, tout à fait. Je dois dire que le mode start-up et la liberté qu'on garde encore aujourd'hui, même malgré les rachats, le fait de pouvoir travailler avec une petite équipe plutôt en mode commando me convient beaucoup mieux effectivement que de devoir gérer des plus grandes équipes, d'avoir... Voilà, je suis mauvais pour tout ce qui est structure, rendez-vous hebdomadaires, je dois vraiment me forcer à ça, faire des plannings, etc. Et c'est sûr que voilà, c'était un certain confort pour moi de me replacer dans un mode start-up et être comme ça, oui, en petit commando organisé. Très bien. Et alors, Napoléon, je crois, a dit on ne peut ralentir qu'en montant, jamais dans la descente. Et donc nous, Next Step, on pense qu'il y a aussi moyen de faire un pas de côté, tu vois. C'est un peu comme le recul dont tu parlais tout à l'heure. Et donc à ces gens qui soit ne montraient plus assez vite dans une structure, c'est quoi qui devrait les décider à faire un pas de côté et se lancer dans une toute autre aventure selon toi ? Mais comme tu l'as dit, je pense que c'est parfois un leurre de penser que l'herbe est forcément plus verte dans le prix d'à côté et que on peut se réinventer. Je suis persuadé qu'on peut se réinventer dans une structure existante. J'ai pas l'expérience de travailler dans des grandes entreprises, donc je ne peux pas parler pour l'univers plus corporate, mais c'est sûr que dans une PME comme l'était Event Attitude, on n'a pas fait ce pas de côté forcément pour pouvoir se remettre en question de manière plus fondamentale. Et ce qu'il y a aussi, c'est que quand on a une PME avec une certaine histoire, enfin je dirais des années derrière nous, ça devient un paquebot qui est relativement difficile à manœuvrer, on est moins agile. Alors justement, enfin, sorry, je te coupe. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu viens de revendre Panorami et finalement aussi de rejoindre un groupe, donc Pixolve, qui est de te réadosser, je veux dire, à un plus grand groupe. Et donc ça, c'est aussi une des grandes choses qu'on étudie dans ce podcast, qui est de dire, il y a des allers et des retours. Et donc c'est dire, finalement, tu as fait une expérience start-up et te voilà de retour en travaillant avec un plus gros groupe. Et moi, ce que je pense, c'est est-ce qu'on n'est pas finalement une meilleure version de soi-même, tu vois, quand on revient dans un groupe plus grand, quoi. C'est clair. Bon, ici, dans notre cas,
le fait qu'on rejoigne un grand groupe tient principalement du fait qu'on s'est dirigé au fur et à mesure du développement de Panorama vers un secteur bien spécifique qui est celui des parcs à thème et des attractions, et que c'est un marché qui est relativement cadenassé. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui fonctionne au niveau de la photo souvenir sur base de concessions. Donc un parc va octroyer une concession photo à un fournisseur pendant 3 à 5 ans. Et donc nous, on savait que c'était un bon marché pour nous parce que c'est un secteur où le besoin d'innovation est criant. Les gens en ont marre de ces photos imprimées ou de ces photos prises sur les roller coasters qui sont de mauvaise qualité. C'est aussi un marché un secteur qui a eu du mal à s'adapter à l'évolution du digital. Pourquoi? Parce que la majorité des revenus provient encore de la vente de photopapier. Donc on savait que c'était un secteur pour nous, mais que pour y arriver tout seul, c'était quasi impossible parce que ce marché est verrouillé par principalement 3 gros acteurs globaux. Et donc Pixolve, pour nous, c'était la solution d'avoir accès à un portefeuille de clients. Et là où le partenariat a fonctionné, et ce qui fait qu'on a été plus loin et qu'on a procédé à cette vente, c'est que Pixolve voyait en nous exactement ce qu'on voulait être et nous utiliser dans nos forces. C'est-à-dire, ils voulaient garder la structure en Belgique, ils voulaient garder en fait ce côté start-up, surtout pas nous noyer dans le day-to-day du business, pour qu'on garde cette capacité créative et d'innovation. Donc finalement, c'est une start-up accolée à un grand groupe. Donc c'est pas une forme, dans le jargon, on dit acquire, où on acquiert les talents, c'est un peu finalement, c'est acquérir un pôle créatif, quoi. Voilà, je pense ce qui est important pour eux, ce qu'ils ont compris, et ce qui nous a décidé à aller plus loin avec eux, c'est que ils veulent garder cette structure à part pour conserver cette capacité d'innovation et cette agilité. Et moi, je ne leur ai pas caché dès le début. Enfin, voilà, ils ont pu voir mon profil directement. C'est que à partir du moment où on faisait partie du groupe Pixolve, il fallait que je garde quand même un modèle de fonctionnement proche de la start-up et garder ce côté entrepreneurial. Donc finalement, je garde tous les bons côtés de la start-up et je suis aidé sur les côtés les moins aisés, c'est-à-dire le problème de cash flow et l'accès aux clients. Donc Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent et qui sont un peu dans la situation dans laquelle tu étais il y a 3 mois ou 6 mois, que sais-je, et qui débutent des négociations en vue soit d'une vente, soit d'un partenariat comme ça? Donc concrètement, s'ils nous écoutent aujourd'hui, quels sont tes conseils? Alors nous, depuis le début, on a une approche très transparente. La façon dont on est entré en relation avec Pixolve il y a 1 an et demi de cela, c'est qu'on savait que les parcs à thème, les attractions étaient un bon marché pour nous, mais on n'avait rien pour le prouver. On avait une solution technique, aboutie, fiable, mais je n'avais pas de modèle pour dire, ben voilà, si vous installez ça dans tel parc, voilà le profit que vous pouvez en faire. Pourquoi? Parce qu'on avait une seule référence dans le secteur qui était le stade du Real Madrid, avec une petite société espagnole, mais on n'avait pas suffisamment de points de data pour pouvoir prouver la rentabilité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été trouver les 3 acteurs principaux du marché. Je leur dis, ben voilà, voilà mon produit. Je ne vais pas vous inventer des histoires comme quoi vous allez gagner l'argent grâce à ça. Je n'en sais rien. Ce que je vous propose, c'est de voir ensemble comment on peut rentabiliser ça. Je vous mets à disposition gratuitement l'équipement et la licence software. Vous payez juste mes frais d'installation et on va installer ça où vous voulez. Et pendant 3 mois, on regarde comment on peut faire fonctionner ça. Et sur les 3 acteurs, il y en a 2 qui ont répondu favorablement. On a commencé les discussions et Pixolve a été le premier à nous dire « Ok, Banco, allez installer ça à Macao. » Ok. Et en fait, dans toutes les discussions avec Pixolve, j'ai toujours privilégié cette approche transparente et honnête, que ce soit sur mes capacités ou les capacités d'Antoine, sur ce qu'on était capable de faire, sur ce qu'on était capable de gérer.
Donc voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça under promise, over deliver aussi? Oui, et paradoxalement, ce qui est assez comique, c'est que nous qui n'avions pas beaucoup d'expérience de travailler avec un grand groupe, on s'est rendu compte finalement qu'on était plus fort que ce qu'on ne pensait. Cette capacité surtout à exécuter, qui je pense c'est le fruit d'un apprentissage de 15 ans dans l'événementiel, parce que l'événementiel pour ça est une fantastique école, parce que quand un événement est le jour J, on ne peut pas venir 3 jours avant en disant finalement on va avoir 2 jours de retard, et c'est assez comique parce que maintenant on est dans un secteur où qu'une installation soit faite à Madame Tussauds New York le 1er septembre ou le 1er octobre, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, ça peut s'envisager, on peut avoir un report. Tomorrowland, on ne va pas reporter l'événement. Donc on s'est rendu compte qu'on avait une capacité de délivrer qui était relativement exceptionnelle par rapport aux performances qu'un grand groupe peut obtenir comme ça, avec des équipes en interne qui sont engluées dans un day-to-day, et où c'est assez facile de dire ce ne sera pas prêt pour le 1er du mois, ce sera prêt pour le 15, parce qu'il n'y a pas nécessairement de conséquences négatives associées à ça. Donc finalement c'est comique de voir que on ne connaît pas nécessairement bien ses propres forces, et qu'il faut trouver le bon marché. Nous, à tâtonnant, en ayant essayé l'événementiel, en ayant essayé les villes, en ayant essayé les musées, finalement on est arrivé sur le marché des attractions, des parcs à thème, et sans le savoir, on a mis le pied dans un secteur où on pouvait apporter à un groupe comme Pixolve une valeur ajoutée directe par cette capacité d'innovation et d'exécution rapide. Alors puisqu'on parle de divertissement, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Ceux qui te suivent sur Instagram savent que tu passes tes week-ends dans la campagne ardennaise, et donc partage un petit peu avec nous c'est un petit peu ta routine du week-end pour tenir, quoi, tu vois. C'est assez comique. En fait, on a pris cette décision avec mon épouse au pire moment de ma vie entrepreneuriale chez Panorami. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, parce que je commençais à regarder combien il me restait d'argent sur mon compte et combien de mois je pouvais tenir si jamais Panorami se cassait la gueule. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je n'ai jamais travaillé comme ça. J'ai toujours pris des risques. Et je me suis dit, là je vais tout mettre sur le rouge, tout miser d'un coup. Je me dis, il faut que je m'offre un certain confort pour les prochains mois, parce que c'est la bataille finale, ça passe ou ça casse. Et cette idée d'avoir un petit coin de retraite dans les Ardennes est né à cette époque-là, et je veux dire que maintenant, moi qui suis pas un baroudeur dans l'âme, je dois effectivement énormément voyager, et donc quand je reviens en Belgique, c'est clair que ça me fait énormément de bien de me reconnecter avec la nature, avec mes enfants. Ça peut paraître totalement bateau, mais voilà, quand on passe la semaine à Las Vegas ou à Macao, c'est bien de retrouver sa petite vallée verte au bord de l'Amblève. Oui, tout à fait. Merci Raphaël. Je repasse la parole à Elisa. Alors on a bientôt terminé, mais avant de conclure, on va te poser quelques petites questions. Alors le but, c'est de ne vraiment pas réfléchir et d'être le plus spontané possible. Voilà, d'accord. T'es prêt ? Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ? Demande 2 fois plus d'argent aux investisseurs. Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs. Que tout réussit. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser. Arrêter de fumer. J'ai recommencé en lançant Panorami et c'est une mauvaise chose. Un livre que tu aurais rêvé d'écrire. Je rêverais de pouvoir récupérer du temps pour écrire tout court. Ben voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute, on espère vous avoir inspiré. Merci Raphaël, merci Tariq, n'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Merci, à bientôt.